Alors, sans surprise, évidemment, la Fed a réduit de 25 points de base ses taux hier soir lors de sa réunion de politique monétaire. Et pourtant, les indices boursiers, tous de New York à Paris, ont très mal réagi. Bonjour Thibault. Bonjour. Thibault Preb, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Il a eu un discours qui était pas hawkish non plus, il était à peu près neutre. Enfin, il a dit nous avons bougé vite pour arriver ici, nous devons aller plus lentement. On comprend que ces propos ouvrent la voie à un ralentissement des baisses de taux et cette mise en garde n'a pas plu aux investisseurs. On a vu Wall Street décrocher entre 3 et 4% et le CAC 40 baisse de 1,5% au moment où on se parle. Ouais, c'est vrai qu'il y a une inversion des flux. Les actions qui avaient bien monté, qui baissent pas mal. C'est encore plus vrai pour le Nasdaq qui était au top. Et à contrario, les petites valeurs sont celles qui baissent le moins. C'est assez étonnant parce que dans le cadre de la Réserve fédérale, comme c'était d'ailleurs le cas dans le cadre de la réunion de la Banque centrale européenne un peu plus tôt dans le mois, on a eu des discours qui étaient assez cohérents avec ce que le marché attendait. Un peu à l'opposé, on pourra en parler. C'est-à-dire que plutôt un marché qui attend plus de la Banque centrale européenne et qui voyait même pas très bien pourquoi il fallait que la Fed baisse ses taux dans la conjoncture actuelle, mais qui a néanmoins été déçu qu'on annonce que ça allait ralentir, alors même que tout le monde l'attendait. Donc on voit que c'est plus un peu l'inversion des flux, c'est-à-dire c'était la fête pour Donald Trump, bon, bah, c'est peut-être le moment d'arrêter un peu la fête. On vient d'un parcours qui est très positif. Alors c'est vrai que sur certaines valeurs comme le Dow Jones, où on enchaîne 10 séances de baisse, c'est quand même visuellement assez impressionnant. En pratique, ça reste des indices qui font une très belle année. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ces perspectives de ralentissement. On n'a pas l'habitude non plus. Donc les gens s'interrogent un peu. Avoir une banque centrale qui pourrait aussi vite dans le cycle de baisse de taux, considérer que le job est fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des dizaines d'années, donc un peu de surprise. Voilà, surprise donc, et donc sanction en tout cas vente. La Fed qui prévoit aujourd'hui désormais 2 baisses de taux en 2025, c'est trop peu pour les marchés? Alors, en fait, c'est trop peu pour les marchés, c'est difficile à dire. Le marché, il n'a pas un niveau de taux qui lui convient, il se dit juste, si l'inflation est un problème et qu'elle repart, ça ne va pas être bon pour les marchés. Et donc ça veut dire qu'en fait, le problème est peut-être un peu plus probable que ce qu'on pensait. Et puis il y a un événement d'étonnement. Si vous prenez les derniers cycles de hausse et de baisse de taux, on sort d'un cycle de hausse de taux à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui est en train de se résorber. Mais la série d'avant, c'est une série qui commence en 2016 et avec des taux qui ont commencé à baisser en 2019. Sur ce cycle-là, on est monté au plus haut à 2,5 de taux sur le taux monétaire américain. Là, on nous dit que peut-être à 3,5, c'est fini la baisse. Donc c'est assez curieux de se dire que sur ce nouveau cycle, on aurait un niveau bas des taux qui serait un point plus haut que le niveau haut du cycle précédent. Alors, c'est fondamentalement quand même un peu la même économie. Donc, il y a un peu le côté, est-ce qu'il n'y a pas un truc, passez-moi l'expression, qui est un peu en train de déconner? Est-ce que c'est normal? Pourquoi est-ce que l'inflation n'arrive pas à rebaisser alors même que on va garder des taux beaucoup plus élevés, y compris sur les taux longs, qui étaient en haut du cycle, 1,5 point plus bas qu'aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que ce cycle est aussi différent du précédent et du cycle européen? Et alors? Et ça, c'est une interrogation qui est légitime. La première remarque qu'on pourrait faire, on le sait, c'est que les États-Unis sont dans une politique de relance keynésienne au plein emploi, ce qui n'a jamais été testé économiquement, principalement parce que c'est débile, que du coup, à 6,5 de déficit, ils stimulent une économie qu'on n'a pas besoin, ce qui génère un peu de croissance, mais honnêtement, le point de croissance qui grade pour 6,5 de déficit, ça ne vaut pas le coup. Et en revanche, recréer de l'inflation parce qu'on surstimule l'économie. Donc en fait, on est dans un cycle où on a quelque part une confrontation entre l'économie et quelque part la politique, et la politique un peu populiste. On voit d'ailleurs aussi en Europe, c'est-à-dire d'un côté, l'économie qui dit faut monter les taux pour être restrictif, et d'un autre côté, le politique qui dit on va faire plaisir à tout le monde, on va faire des baisses d'impôts et augmenter les dépenses et faire des plans d'infrastructure. Donc en fait, on a une patte qui dit on va freiner l'économie et l'autre qui dit on va l'accélérer. Et donc la combinaison des deux donne un truc qui n'est pas très cohérent. On a moins ça en Europe, même si la France est ce qui se rapproche le plus des États-Unis, mais avec une dépense qui ne crée pas beaucoup d'activité. Ouais. Sur l'inflation américaine, on sait qu'elle pourrait remonter avec Donald Trump. Elle est déjà sur l'inflation sous-jacente à 3,3%. Donc il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Alors, c'est vrai que, je comprends la Fed pour le coup. Oui, après, c'est vrai qu'on prend des parallèles avec des cycles il y a 30 ou 40 ans où il y avait 3 enfants par femme, donc il y avait naturellement une nouvelle consommation et donc l'inflation était très auto-entretenue. Aujourd'hui, avec une natalité qui s'est effondrée, c'est un peu moins vrai. Pour autant, on a une émergence aux États-Unis de services qui sont très récurrents et qui montent régulièrement les prix. On peut parler de Netflix, mais aujourd'hui, votre Microsoft 365 a aussi cette composante inflationniste que n'avait pas votre achat discrétionnaire du nouveau Windows, s'il vous plaisait ou pas. Et donc, il y a une réalité qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les services par rapport à l'Europe sont plus récurrents, plus d'abonnements dans tous ces providers de services, et donc moins cycliques. Alors que c'est vrai qu'en Europe, les PMI services, par exemple, tiennent moins bien qu'aux États-Unis parce que c'est vrai que le service, c'est parfois le consulting ou la pub qui sont des choses un peu plus cycliques, qu'on réduit un peu plus facilement. Donc c'est vrai que ce paradoxe entre ce cycle américain par rapport au cycle européen ou par rapport au précédent crée actuellement dans le marché une petite chanson qui est de dire, après un super beau parcours avec une situation un peu bizarre, est-ce que c'est pas le moment de prendre un peu de profit? Et honnêtement, c'est pas un raisonnement honteux. Bon, la Fed va marquer, on l'a compris, entre une pause début 2025.
Les marchés l'ont bien compris, ça. Moi, j'ai le sentiment d'avoir compris en creux. Les marchés l'ont bien compris aussi. Celui qui va faire un peu la gueule, c'est aussi Donald Trump. Hein. Parce que ça, il va se dire, ah oui, d'accord, j'arrive au pouvoir, et les taux ne baissent plus. Absolument. Les marchés l'ont bien compris. Après, la question, elle est simple. Hein. C'est juste que pour que des marchés qui ont fait des nouveaux records tout le temps montent, il faut tout le temps des nouveaux acheteurs qui n'étaient pas dedans. Là, qu'on se dise c'est un peu moins le moment. Et à contrario, des gens qui avaient un portefeuille équilibré et qui voient leur poids américain énormément monter, donc on peut rebalancer un peu. Voilà, ce n'est pas des gros mouvements, mais que ça se tasse un peu provisoirement, ce n'est pas choquant. En revanche, c'est vrai que Donald Trump, il veut mettre des droits de douane, ce qui est plutôt inflationniste. Ouais. Il veut une devise basse et il veut des taux bas pour activer l'économie et financer la dette. Tout ça est un peu contradictoire en réalité. C'est-à-dire que c'est difficile de vouloir des taux bas tout en créant des mesures inflationnistes et en voulant faire de la dépense et en voulant réduire le déficit, mais plutôt par opération du Saint-Esprit, parce que dans le programme, il n'y a pas grand-chose pour réduire le déficit. Et donc c'est vrai qu'il va arriver dans une situation où on va avoir une sorte de cacophonie entre des données économiques qui justifient une réserve fédérale un peu moins accommodante, et Donald Trump qui va commencer à insulter le banquier central en disant qu'il faut absolument baisser les taux rapidement et qu'il ne comprend rien, ce qui va nous redonner cette bonne période 2016-2019 qui a été assez éclectique, mais qui d'un point de vue économique n'est pas très facile à suivre. Donc là, on est un peu en fait au bout du chemin, c'est-à-dire que Donald Trump dit qu'il veut passer le déficit à 3, mais il n'y a absolument rien dans le programme pour faire ça. Il dit en même temps qu'il veut que la croissance augmente. On n'a jamais tellement vu comment baisser de 3 points le déficit pour augmenter la croissance. Il faudra m'expliquer. Hein. Il veut des taux très bas. Alors que c'est vrai qu'on est aujourd'hui à des taux qui sont plutôt élevés aux États-Unis malgré tout. Hein. On est quand même aujourd'hui un peu plus de 2 points au-dessus des 10 ans allemands, 3 points et demi au-dessus. Donc c'est vrai que voilà, toute cette conjonction-là, il y a une ou deux stats qui mentent là-dedans. Il va falloir trouver lesquels. Et il est probable que sur la réduction du déficit, il y a quand même un moment où la complaisance du marché qui avait eu, comme pour la France, comme pour les États-Unis, pourra un peu se calmer. Donc c'est vrai que la phase qui s'ouvre est peut-être un peu moins lisible, même si on va revenir dans ce cycle habituel, c'est-à-dire qu'on va commencer à repasser en janvier-février, à reparler des résultats des GAFAM qui sont bien meilleurs que dans d'autres zones et à se dire que c'est quand même là qu'il faut être. Donc pas de grande inquiétude, mais une phase qui va être un peu plus difficile à manœuvrer pour tous les acteurs économiques aux États-Unis. Est-ce qu'il osera, Jérôme Powell, faire durer cette pause monétaire en 2025, voire même, certains disent pourquoi pas remonter cet taux d'intérêt directeur, si l'inflation repart à la hausse et que l'économie est en surchauffe du fait de la politique économique de Donald Trump? Je pense qu'il ne faut pas oublier un truc, hein, c'est que l'action des banques centrales est devenue hypertrophiée. Elle est devenue hypertrophiée parce que les gouvernements ont été à l'arrêt. Ça a commencé en Europe avec tous ces pays qui ne s'entendaient pas pendant la crise de la zone euro. Et quelque part, si Draghi ne faisait pas le boulot, personne ne le faisait. Aux États-Unis, on a eu un peu ça aussi, avec des assemblées très bloquées, des difficultés à faire passer des lois dans des congrès qui étaient vraiment très serrés. Et du coup, quand il fallait être réactif, en fait, c'est la fête qu'il a été, en particulier pendant le Covid, pendant que les plans de relance mettaient du temps à se concrétiser. Donc on a pris l'habitude. Mais le job qui est de dire, s'il y a de la surchauffe, que c'est pour des raisons budgétaires, c'est au budgétaire de faire le boulot et c'est pas au banquier central d'aller baisser ses taux pendant que l'autre ne fait pas le job, c'est assez légitime. Donc je pense que Jérôme Powell aura toutes les raisons et la logique économique de dire maintenant c'est à vous de faire les choses. Aujourd'hui, remonter les taux à 5, ça serait un truc qui pour l'industrie, en particulier l'automobile, est une catastrophe. On le voit d'ailleurs en Europe. Donc lui, il peut évidemment plus envisager, si l'inflation repart à la hausse, une hausse qu'une baisse. Mais néanmoins, il y a quand même un moment où c'est au pouvoir politique de jouer le sujet. Et là, ce sera uniquement effectivement sous la pression du marché. Moi, je pense que Jérôme Powell fait ce qu'il a à faire, probablement parfois en étant un peu trop dans la réaction plutôt que dans l'anticipation. L'idée qu'il pourrait renvoyer tout ça au pouvoir politique en disant ça maintenant c'est votre job, je pense que c'est assez crédible et qu'il osera le faire. Ouais. Après, encore une fois, un des carburants des marchés ce sont les résultats, mais c'est aussi les politiques monétaires. Si la Fed était amenée à décevoir, entre guillemets, sur 2025 avec une pause, voire des hausses de taux, ça change l'équation parce que je ne pense pas que les marchés aient bien intégré cette possibilité. Ce n'est pas tout à fait vrai, David, parce que ça, on a des règles très simples en économie, en finance, en marché, puis ça change tous les ans. 2022, les taux montent, le marché se fait éclater, c'est vrai, mais votre 10 ans américain, il est quasiment au plus haut de l'année. Il est en forte hausse cette année. C'est plutôt lui qu'on utilise dans les modèles de valorisation qu'on appelle des DCF, donc l'évolution des cash flows. On utilise les taux à 10 ans pour essayer de voir ce que valent les cash flows futurs. Ces taux, ils sont en forte hausse avec un marché américain qui s'est envolé cette année. Et donc c'est vrai que, en fait, l'idée que la hausse de taux ou que la moindre politique monétaire ait une sanction pour les marchés financiers, ça peut l'être. C'était le logiciel, c'était la réalité de 2022, mais finalement 2024, c'est les marchés où les taux ont le plus monté qui ont le mieux performé. Donc en réalité, c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, l'idée que, en tout cas, le Nasdaq, parce que les résultats ne montent plus vraiment ailleurs et que le fait d'acheter des résultats qui montent, ça a beaucoup de valeur pour le marché, c'est très bien accommoder des hausses de taux 10 ans en 2024 alors que ce n'était pas du tout le cas en 2022. Et pour l'instant, une réalité, c'est également une surprise. Mais du coup, savoir si l'année prochaine des taux en hausse ou en baisse serait bon pour le marché, ce n'est pas du tout quelque chose d'aussi évident, même si l'intuition nous dit
les taux monétaires, c'est de l'allocation. Quand ça rapporte plus rien, on dépense plus ou on investit plus en bourse. Ben oui, voilà. Donc l'intellectuel est assez évident. Mais sur les dernières années, la pratique n'est pas si évidente que ça. Donc il faut. Donc la Fed pourrait ne pas être un obstacle à la hausse des marchés boursiers l'année prochaine. Non, et puis je pense que, vous savez, sur 5 ou 10 ans, l'idée que le Nasdaq va marcher, c'est assez clair. L'idée qu'à la fin, vous avez envie d'avoir des sociétés solides qui font du résultat et dont le résultat progresse, c'est assez clair. Et quand vous voulez faire ça, se mettre à dos du Nasdaq, c'est difficile. Donc en revanche, que ça puisse justifier des respirations un peu plus poussées, ça serait assez légitime. Mais sur la trajectoire de long terme, on a baissé une séance, c'est peut-être un peu tôt pour dire qu'on a assez respiré. Mais... Non, qu'on est au début de la respiration. En tout cas, on est sur un moment où acheter maintenant est moins évident qu'il y a 3 mois ou 6 mois ou 9 mois parce que ça vient de beaucoup monter avec des challenges à l'horizon. Pour autant, encore une fois, le juge de paix, ce sera les résultats. Si on a comme sur cette deuxième partie d'année des résultats des GAFAM qui étaient un peu endormis en 2022, on avait eu des séries de résultats pas fans qui repartent, ça va être intéressant. Après, un bémol à regarder quand même, la séquence 2022, c'est aussi une séquence où le Rodol touche les 0,95. C'est ça qui plombe beaucoup ces boîtes qui vendent beaucoup à l'étranger. On est à 0,4 là. Voilà, vous le disiez vous-même, ce dollar qui au final aura passé une bonne partie de l'année des territoires beaucoup plus bas et qui a pas mal remonté, c'est aussi autant de bases de comparaison pour les trimestres à venir plus difficiles là-dessus. Donc il faudra juste être un peu prudent. Pour les sociétés américaines qui font beaucoup de chiffres d'affaires à l'étranger, ce qui est le cas de la grande majorité des GAFAM, voir un peu cet impact devise qui a souvent été quelque chose d'un peu sous-estimé, mais en se rappelant que l'impact devise, c'est toujours des choses de court terme, parce que sur le très long terme, ça ne change rien. Mais sur les trimestres à venir, ça peut être un petit vent dans le dos pour les valeurs européennes et un petit vent de face pour les valeurs américaines. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Merci. Merci.